le climat préoccupe, c'est une évidence, me semble-t-il, et en fait, on va dire de tout temps, et on voit bien, avec ces quelques images quotidiennes et banales, tout le monde. Et le monde entier est dans ces différences. Quel temps fait-il ce matin? Quelle température? Va-t-il pleuvoir? Comment vais-je m'habiller? Face à cette incomplétude des êtres, face à notre incomplétude et à la nature qui est en constant mouvement, le vêtement fait son office léger pour chaque individu. Mais déjà en fonction d'un climat qui n'est pas juste matinal, un climat qui définit des cultures et qui définit des milieux. On ne se demande pas quelle architecture je vais habiter ce matin avec ma famille. Et pourtant, chaque jour, nous changeons d'architecture en modifiant ses atmosphères, en modifiant son climat intérieur. Pas seulement en fonction des saisons, aussi en fonction des souhaits. Et Voltaire va nous accompagner en fait pendant toute cette soirée parce qu'il le décrit si simplement, il y a déjà quelque temps, mais il le décrit si bien. Il disait « La dureté du climat que j'habite, entre 40 lieues de montagne glacées d'un côté et le mont Jura de l'autre, m'a obligé de prendre pour moi-même des précautions qu'on n'a point en Sibérie. Je me prive de la communication avec l'air extérieur pendant 6 mois de l'année. Je brûle des parfums dans ma maison et dans mes écuries. Je me fais un climat particulier. Et c'est par là que je suis parvenu à une assez grande vieillesse, malgré le tempérament plus faible et les assauts réitérés de la nature. » Le climat préoccupe partout, on l'a dit, et singulièrement en France. Ça a déjà été introduit, mais je vais prendre cette première partie de mon intervention juste, on va dire, pour faire le socle de là d'où nous nous parlons aujourd'hui. Donc la COP 21, du 30 novembre au 11 décembre, 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Allez, Paris 2015 pour faire plus simple. Les chefs d'État se retrouvent pour conduire à l'adoption d'un accord universel qui posera le cadre d'une transition vers des sociétés et des économies sobres en carbone et capables de faire face au changement climatique. L'ambition est de contenir le dérèglement climatique qui menace nos sociétés et nos économies en dessous de 2 degrés. On en reparlera à la fin de cette conférence. 2 degrés considérés comme le seuil tolérable pour les uns, fatidique pour les autres. Bon, ils vont être 196, 195 États, plus l'Europe, qui s'est dotée le 18 décembre dernier d'un mandat unique pour parler d'une seule voix. Cette conférence est d'autant plus importante qu'il est indispensable de penser à la suite du protocole de Kyoto qui tire à sa fin. En 1997, face au réchauffement global, maintenant appelé le dérèglement global, tant les phénomènes sont contrastés, ce n'est pas que du réchauffement, c'est du dérèglement. Une trentaine de pays s'étaient réunis au Japon. Ils avaient convenu que leurs émissions de gaz à effet de serre, reconnues comme étant à l'origine de la catastrophe climatique, seraient réduites d'au moins 5,2% par rapport au niveau de 1990, dans la période des engagements, c'est-à-dire celle que nous venons de traverser de 2008 à 2012. Les engagements varient d'une nation à l'autre, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a des pays qui attendent, il y en a qui signent, il y en a qui ne signent pas. Le Canada avait signé, puis le Canada s'est retiré parce que pour exploiter les schistes bitumineux, il vaut mieux ne pas être à l'intérieur du protocole de Kyoto. Donc nous étions en 1997. En 1988, auparavant, les Nations Unies avaient créé le GIEC. Le GIEC, en anglais on dit IPCC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Son mandat est clair, évaluer sans parti pris et de façon méthodique, claire et objective, les meilleures informations d'ordre scientifique, technique et socio-économique à ce sujet dont on peut disposer à l'échelle du globe. De 2002 à 2015, le GIEC sera présidé par l'Indien Rajendra Pachauri, que vous voyez sur cette photo. En 2007, il reçoit avec Al Gore. J'ai plutôt tendance à dire que c'est Al Gore qui reçoit avec le GIEC, puisque Al Gore a surtout fait de la diffusion de l'information, alors que le GIEC a construit l'information. Ils reçoivent, en tout cas ensemble, le prix Nobel de la paix.
Depuis 1988, la création du GIEC, il s'est écoulé 30 ans. C'est la durée qui est reconnue nécessaire pour constater un changement climatique. Depuis lors aussi, les travaux du GIEC et de divers climatologues indépendants ont exposé que l'objectif des 5,2% ne suffit pas. Loin s'en faut d'ailleurs. Aujourd'hui, les calculs montrent que pour empêcher le réchauffement d'être de plus de 2 degrés, et on dit 2 degrés parce que ce serait le stade au-delà duquel les catastrophes seraient plus difficilement maîtrisables. Donc pour empêcher le réchauffement d'être au-delà de 2 degrés par rapport à la révolution industrielle, il faudrait couper les émissions mondiales de gaz à effet de serre d'au moins 50%, et non pas 5,2%, et ce, le plus rapidement possible. C'est un climatologue belge qui s'appelle André Berger qui le dit. En ce sens, je ne sais pas si certains s'en souviennent, mais Jacques Chirac avait proposé en 2005, qui était et même le jour de la date d'entrée en vigueur du protocole de Kyoto, le 15 février, de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre en 2050 et du niveau de 1990. Cet engagement a été confirmé par la France et il est affiché dans le plan climat de 2004. Il est appelé facteur 4. Et ce but a été aussi validé par le Grenelle de l'environnement en 2007. La diminution par 4 des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 était considérée comme le minimum à atteindre pour prévenir les dégradations immédiates du climat mondial, c'est-à-dire, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, rester sous le seuil des 2 degrés. Mais la connaissance des mécanismes complexes du dérèglement climatique est aujourd'hui mieux comprise. Les ambitions grandissent aussi avec elle. L'Europe se veut exemplaire, et je pense que déjà elle montre qu'elle est assez exemplaire dans l'histoire, et elle s'est proposée de défendre pour la COP21 l'objectif carbone zéro en 2100. Depuis les travaux du GIEC, en fait, les indicateurs sont au rouge. La situation actuelle le confirme et le déferlement de l'humanité sur Terre, même s'il est amené à ralentir, en fait, se poursuit. La Terre accueillera bientôt près de 10 milliards de personnes. Entre 2015 et 2050, la moitié de la hausse de la population mondiale devrait être effectuée dans 9 pays, l'Inde, le Nigeria, le Pakistan, la République démocratique du Congo, l'Éthiopie, la Tanzanie, les États-Unis, l'Indonésie et l'Ouganda. On parle de l'avenir de l'Afrique, on voit bien qu'il va être porté par une nouvelle population. La courbe des températures est celle-ci. Dans un rapport préliminaire qui a été publié le 3 décembre 2014, l'Organisation météorologique mondiale estime que l'année 2014 sera l'une des plus chaudes, sinon la plus chaude, jamais enregistrée depuis le début des relevés météorologiques en 1880. Et 2014 se trouvait en fait placé devant 2010, 2005 et 1998. Aujourd'hui, on le sait, les 10 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1880, c'est-à-dire depuis l'année où on a commencé à faire le relevé des températures au niveau mondial et à les rassembler, les 10 dernières années les plus chaudes sont les 10 dernières années que nous venons juste de vivre là tous en même temps. Et l'on sait déjà, bien que la fin de l'année ne soit pas passée, que 2015 sera plus chaude que 2014, qui était déjà l'année la plus importante. Et on pense que 2016 le sera encore davantage. Enfin, quand on dit ça, on espère que les chefs d'État l'entendent aussi. Parce que finalement, ce qu'on voit réapparaître, c'est une ère de Super Niño qui se sont un peu calmés, mais qui réapparaissent. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour la description de l'évolution du climat planétaire et de ses manifestations, de ces surprises climatiques, comme on dit aujourd'hui, puisque finalement, toutes les informations circulent, et je pense qu'il suffit de prendre le temps de lire, même si aujourd'hui nous sommes envahis par une littérature qui parle de ça. Je m'arrête là parce que j'espère que vous sentirez dans mon propos qu'il n'y a ni pessimisme, mais ni angélisme non plus. L'humanité a montré
sa capacité à réagir collectivement autour de la problématique du trou dans la couche d'ozone. Le protocole de Montréal, signé en septembre 1987, a préconisé la diminution des émissions de 50% en 10 ans des CFC, ce qu'on appelait les chlorofluorocarbonates, carbonures, excusez-moi, qui étaient les gaz incriminés, qui étaient les gaz présents dans tous les aérosols, et les parfums, et les réfrigérateurs. Et c'était les CFC qui, donc produits et utilisés dans le monde entier, qui généraient ce trou dans la couche d'ozone. En 2007, à Montréal, c'est-à-dire 20 ans après le traité, le projet a réussi et se concrétise par un arrêt total de la production des CFC, qui était pourtant prévu non pas en 2007, mais en 2010. Et une estimation optimiste de la communauté scientifique dit « La couche d'ozone retrouvera normalement son état de 1980 entre 2055 et 2065. » Bon, le catastrophisme n'aide pas, en fait. Il n'aide pas à agir et certainement pas à comprendre ce qui se passe. Par contre, la peur, elle, peut posséder quelques vertus. Elle peut être même une source d'intelligence et de création. Dans son livre « Le principe de responsabilité », publié en 1979, le philosophe allemand Hans Jonas expliquait que la peur environnementale remplacerait la peur nucléaire dès la fin du XXe siècle. De fait, la prise de conscience planétaire de la crise climatique mobilise ou crée une mobilisation unique dans l'histoire de l'humanité. On voit bien qu'elle déclenche, à peu près partout sur Terre, des actions instantes, différentes, mais finalement toutes concordantes, au niveau mondial, régional et local, visant à la maîtrise de ce dérèglement. Ce que l'on réalise aujourd'hui, ce que l'on sent, qu'on le sache vraiment ou qu'on le ressente seulement, c'est que l'histoire que l'on vit, c'est celle que Hans Jonas avait décrite en 70, dès 70. Il disait ceci: « Brusquement, tout ce qui est tout bonnement donné, ce qui est pris comme allant de soi, ce à quoi on ne réfléchit jamais dans le but d'une action, c'est-à-dire qu'il y ait des hommes, qu'il y ait de la vie, qu'il y ait un monde fait pour tout cela, se trouve placé sous l'éclairage orageux de la menace de l'agir humain. » Et si l'on en croit le philosophe français Jean Grèche, qui a préfacé ce livre de Jonas, la peur dont parle Jonas, loin d'être une faiblesse, est une lâcheté, est en fait un signal mobilisateur. Et un signal mobilisateur qui précède l'art de se poser les bonnes questions. Aimer ses peurs, proposait Jonas, je vous propose qu'on fasse pareil. En 1968, le Club de Rome est créé. En 1972, Denis Meadows lui remet le rapport que le Club de Rome lui a demandé 4 ans plus tôt sur l'état de la planète. Ce livre qui s'appelle « The Limit to Growth », traduit en français « Halte à la croissance », tout le monde a oublié que dans le titre français, il y avait un point d'interrogation qui change tout. Dans ce livre, le Club de Rome et Denis Meadows posent les bases d'un constat simple, qui est qu'une croissance infinie ne pouvait s'opérer dans un monde fini sans dégâts écologiques majeurs. La preuve est là aujourd'hui, le dérèglement climatique, dont, me semble-t-il, plus personne ne doute, même s'il y a toujours des climato-sceptiques, qui sont peut-être climato-sceptiques pour des raisons qu'on va évoquer tout à l'heure. 41 ans avant ce travail scientifique, donc 41 ans avant le rapport Meadows, en 1931, dans un livre qui s'appelle « Regard sur le monde actuel », le philosophe Valéry comprenait déjà que le temps du monde fini avait commencé. Pour le philosophe, le chemin vers un monde fini est autre, évidemment. Il constate que toute la terre habitable est de nos jours reconnue, relevée, partagée entre les nations, l'ère des terrains vagues, des territoires libres, des lieux qui ne sont à personne, donc de l'ère de libre expansion éclose. Le chemin est autre, mais en fait, il mène à une conscience aujourd'hui partagée qui est celle de l'interdépendance de tous les aspects de notre monde contemporain. La reconnaissance totale du champ de la vie humaine étant accomplie, il arrive qu'à cette période de prospection succède une période de relation.
les parties d'un monde fini et connu se relient nécessairement entre elles de plus en plus. 73 ans plus tard, pour le généticien Albert Jacquard, ce constat de la finitude du monde n'est nullement une mauvaise nouvelle. Il nous permet au contraire de définir avec lucidité les termes d'un contrat de mariage entre la Terre et l'humanité et de faire un projet réaliste sur la façon de vivre les uns avec les autres. Faire un projet réaliste sur la manière de vivre les uns avec les autres. Voilà une assez belle idée de travail à faire ensemble. Malgré ma profonde estime pour l'œuvre de Jonas, je préfère pour ma part la bienveillance et le souci à la peur. Ce n'est pas par peur que la production de mon atelier est écologique ou éco-responsable, non, pas du tout. Depuis plus de 20 ans, on poursuit un projet collectif de la conscience. C'est un projet politique, en fait. Je la vois comme une installation de la vie par une matière qui est disposée avec bienveillance. En fait, pour nous, il s'agit de ménager ce qui reste de nature et ce qui reste d'humanité, et de le faire face à une responsabilité qui ne balance plus entre l'humanité ou la nature. Aujourd'hui, nous sommes davantage engagés dans le partage et la responsabilité commune. C'est ce qui me semble être une belle tenue, enfin peut-être même la plus belle tenue, la plus humaine, et qui est inséparable de notre humanité. Le souci a changé de nature. Notre souci lui-même s'inscrit dans un nouveau rapport au monde. Ce n'est plus le souci ancien, on va dire la contrariété. Aujourd'hui, le souci est fondamental, car nous nous sentons responsables de nous-mêmes, mais nous nous sentons responsables aussi de la difficulté d'être des autres. Toujours en éveil, la philosophie nous y a d'ailleurs préparé depuis longtemps, et Martin Heidegger avait très clairement dit que l'être au monde est essentiellement souci. Plutôt qu'à la puissance des moyens, dont la recherche est l'enjeu majeur des modernes, le souci de soi et le souci de l'autre impliquent de penser à la finalité des actions, c'est-à-dire aux conséquences de nos actes. Préoccupation et assistance, attention et vigilance, voilà ce qui nous accompagne désormais. Bienveillance, si je dois résumer. Mais un monde qui nous est prêté, en attendant que nous le transmettions à nos enfants, comme le dit si justement le refrain éco-responsable. Notre responsabilité, en fait la responsabilité, ne cesse d'être dite, ne cesse d'être redite. Nous voilà responsables sans repli possible. Emmanuel Levinas citait cette phrase de Fédor Dostoïevski qui est extraite des frères Karamazov. Il disait « Nous sommes tous coupables de tout et de tous devant tous, et moi plus que les autres. » Et alors comment peut-on parler de responsabilité si on admet comme horizon que l'homme est peut-être pris au sein de forces naturelles plus fortes que lui et qu'il l'exonérerait de sa responsabilité, alors que nous savons bien que nous faisons l'expérience d'une responsabilité infinie, incalculable et sans répit. De même que notre souci a changé de nature, la figure de l'autre a aussi changé de nature. Maintenant, l'autre porte 4 visages. Soi, porteur d'humanité, l'autre, le grand autre et la terre qui appartient, enfin qui est un autre visage, qui est notre autre visage. Aussi, nous pouvons entendre, me semble-t-il, l'annonce qui avait été faite en 1991, excusez-moi, le petit 1 a disparu, une annonce faite par le théoricien Alberto Pérez Gómez lors d'un congrès à Montréal sur architecture, éthique et technologie. Si l'architecte doit jouer un rôle au XXIe siècle, dans un monde complexe et plus conscient des contraintes environnementales et des difficultés culturelles, un monde où la technique continuera néanmoins à s'étendre à l'échelle de la planète, il doit méditer sur des stratégies propres à révéler les capacités de sa discipline à concrétiser une intentionnalité éthique. Alors je pense que certains dans la salle connaissent presque très bien cette diapositive, mais je suis pour les rituels, même laïques et républicains. Bon, cette image catastrophique ne provient pas d'une contrée très lointaine.
Il s'agit de la déchetterie à ciel ouvert de la communauté urbaine de Marseille, la plus grande déchetterie d'Europe, à Entresans, qui est ouverte en 2012 et heureusement fermée maintenant, après 10 ans d'injonction de l'Europe. Bon, vous le voyez, le ciel est assombri par un vol déréglé d'oiseaux, le sol sombre, c'est même plus une terre, pas d'arbres, pas d'air, d'une certaine manière, et sur la ligne qui sépare le noir du clair, difficile de dire même l'horizon, la silhouette d'un train apparaît. 2 convois bien plus longs y déchargeaient 1100 tonnes d'ordures par jour. Bon, heureusement, cette décharge n'existe plus. Mais cela étant, cette image parle de notre condition. La Terre nous donne tout ce dont nous avons besoin pour vivre. L'eau, l'air, les végétaux, les énergies, la vie, donc. Nous lui prenons tout, nous lui en demandons encore davantage, nous l'exploitons, nous la droguons même pour qu'elle s'épuise plus encore. Elle nous donne tout ce qu'elle peut, et on peut dire que sa générosité a longtemps été pensée comme inépuisable. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas posé la vraie question, ou on n'a pas dit la chose la plus importante, parce que finalement, qu'est-ce que nous lui rendons ? Je veux dire, au-delà de toutes nos pollutions, de nos excréments, des guerres, qu'est-ce que nous lui rendons ? Je pense que chacun peut y réfléchir chaque jour, chez lui, agir. Mais quand j'essaie de réfléchir à ce que l'humanité rend à la Terre, il me semble que peut-être qu'on pourrait dire que quelque chose que la Terre n'a pas généré, mais que nous avons sans doute trouvé, c'est l'amour, et c'est aussi l'art, et que peut-être que l'on pourrait penser notre établissement sur Terre à partir de l'amour et de l'art. En tout cas, on n'y est pas encore, et à cause de notre habitude à toujours rendre à la Terre moins bien qu'elle ne nous donne, un jour, les 5 mètres d'épaisseur de la surface de la mer de Chine atteignent la température de 25 degrés. 5 mètres d'épaisseur de la mer de Chine. Ce qui déclenche un super typhon, et on l'a tous malheureusement vu, les Philippines sont dévastées. Il me semble que, plutôt que l'exploitation de la planète par l'homme, dont à la fois cette image et celle-ci rendent compte, mais aussi celle-là, plutôt que l'exploitation de la planète par l'homme, qui finit toujours d'ailleurs par l'exploitation de l'humanité par elle-même, la relation amoureuse de l'homme à la matière pourrait être un enjeu fondateur. Et à mes yeux, peut-être la condition pour la paix perpétuelle telle que Emmanuel Kant l'avait imaginée. Après ce propos, on pourrait entendre l'étrange musique du climato-scepticisme. On l'entend de moins en moins, quand même. En tout cas en Europe. Même le Danois Björn Lomborg, qui a été reconnu comme un des tout premiers et acteur très actif du scepticisme environnemental dans les années 2002, autour du sommet de Johannesburg, il a reconnu en 2010 que le changement climatique est réel et qu'il découle de l'activité humaine et que c'est un phénomène important. Mais même chez nous, les choses sont un peu étranges parce que dans le mois où a été publié ce livre, l'Académie des sciences a fait un rapport dans lequel il est précisé que plusieurs indicateurs indépendants montrent une augmentation du réchauffement climatique de 1975 à 2005. Et ils ajoutent que l'augmentation du CO2 est à un moindre degré des autres gaz à effet de serre est incontestablement due à l'activité humaine. Ce rapport a été adopté à l'unanimité, et donc par tous les membres de l'Académie, dont M. Claude Allègre. Si en Europe et en France, le climato-scepticisme a un peu disparu, ça n'est vraiment pas le cas dans les pays anglo-saxons, et Guy l'a évoqué dans son introduction. Et il devient même dans les pays anglo-saxons, et particulièrement aux États-Unis, une sorte de marqueur politique. Et c'est
cet autre membre de l'Académie des sciences qui s'appelle Hervé Le Treut qui en parle. Il note qu'un sondage a été réalisé aux États-Unis par Pew Research Center et a révélé que 80% des sondés, s'affichant comme démocrates, reconnaissaient l'origine anthropique du changement climatique actuel, contre seulement 10% des républicains. Donc voilà, on peut continuer à penser qu'il s'agit là d'un débat scientifique. On voit bien que ça a quitté le monde scientifique depuis très longtemps. Bon bref, laissons de côté ce débat et faisons un pas pour regarder autrement la relation de l'homme à la Terre, car nous le savons bien, il n'est pas nécessaire d'avoir peur des évolutions du climat pour en venir à aimer la Terre. Les valeurs qui donnent du sens peuvent changer, comme le Club de Rome l'expliquait dans son invention du facteur 4, puisque c'est le Club de Rome qui l'a inventé. Le propos était moins technique qu'il ne l'est aujourd'hui en Europe et en France. L'idée était 2 fois plus de bien-être pour 2 fois moins de ressources. Nous pouvons vivre aussi bien et épuiser 2 fois moins la Terre. On peut aimer donc la Terre par empathie, par compassion, plutôt que par cet attachement pathétique. Son avenir est notre avenir, sa fragilité est notre fragilité, ses limites sont nos limites. Voilà bien la situation, nous sommes consubstantiels de la Terre et l'humanité, une seule et même chose. Les logiques d'interdépendance sont définitivement aujourd'hui au cœur de chacune de nos actions. Voilà, me semble-t-il, où nous en sommes pour aborder la question du climat et de sa relation, on va dire, plus spécifique à l'architecture et à nous-mêmes. Bon, le climat préoccupe. Et pas seulement de nos jours, il nous préoccupe depuis toujours. Pour certains, le dérèglement global est l'expression que la Terre s'est invitée dans l'histoire de l'humanité. Mais en fait, est-ce que ça n'a pas toujours été comme ça ? Ne l'avons-nous pas seulement oublié au cours du modernisme, au cours du XIXe et du XXe siècle ? D'ailleurs, n'est-ce pas nous qui nous sommes invités dans son histoire ? À ce point que l'époque contemporaine serait aujourd'hui une anthropocène, c'est-à-dire une période pendant laquelle l'influence de l'être humain sur la biosphère a atteint un tel niveau qu'elle est devenue une force géologique. La dureté du climat que j'habite, disait Voltaire, entre 40 lieues de montagne glacée d'un côté et le mont Jura de l'autre, m'a obligé de prendre pour moi-même des précautions qu'on n'a point en Sibérie. Il s'en protège, et c'est ainsi qu'il est parvenu, dit-il donc, à une assez grande vieillesse malgré le tempérament le plus faible et les assauts réitérés de la nature. Lorsque j'ai interrogé Renzo Piano, qui est, je crois, avec vous demain, lorsque j'ai interrogé Renzo Piano à propos du centre Jean-Marie Djibaou pour le film introductif des premiers rendez-vous de l'architecture de 1997, il a eu besoin de définir le métier de l'architecte. Vous pouvez rajouter l'accent italien de Renzo Piano quand je vais vous dire ça. C'est un métier qui est le plus ancien du monde, à côté de quelqu'un peut-être, quelqu'un d'autre peut-être. Mais il est vraiment un des métiers les plus anciens du monde, puisqu'il s'agit au fond de protéger. Ce n'est pas vrai que la nature est tellement amie. La nature est plutôt méchante d'habitude. Il fait toujours trop froid, trop chaud, trop de vent, trop de pluie. L'homme, lesté de son incomplétude, d'un inachèvement que le climat révèle, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a trop de vent. 20 ans plus tard, je suis revenu sur cette idée dans un livre qu'a évoqué Mireille tout à l'heure sur l'architecture et la paix. Nous sommes incomplets, inachevés. De longtemps et toujours aujourd'hui, nous cherchons à nous accroître de la puissance des murs, des planchers et des toits. On dit cela, n'est-ce pas ? Et l'on se satisfait de cette idée convenue. Pourtant, c'est bien plus encore. Les murs, les planchers et les toits ne sont pas seulement un vœu de l'esprit. Ils ne configurent pas seulement l'abri des choses, ils installent le lieu où l'essentiel de l'homme se réfugie. Un morceau sans lequel sa bulle ne pourrait pas tenir. Le soir, nous rentrons chez nous, nous mettons à nu et nous nous confions au mur, plus que nous le faisons à quiconque, nous nous abandonnons. Là serait l'architecture, dans la consolation. À la peur que provoquent la guerre et la misère, comme la catastrophe naturelle d'ailleurs, la demeure et la ville
opposent leur capacité à rassurer, à redonner confiance, à procurer une aisance, un aplomb, une fermeté. Même si ces concevables qualités ne sont jamais acquises et doivent se rejouer tous les jours. Force est de constater que ce n'est pas seulement la nature qui n'est pas une amie, la société aussi. L'homme a besoin de se compléter pour vivre et survivre. Il se protège, l'abri matériel, la grotte, le vêtement, la chaleur qui sort d'une bouche du métro. Quand il fait doux, comme au squat de Nouville à Nouméa, on habite l'air. Quand il fait chaud, on habite l'ombre, comme ici les sans-abri sur les bancs du parc Ueno à Tokyo. Quand il fait chaud, plus chaud, on habite l'eau. Le Polynésien porte en lui ce patrimoine immatériel qu'il ravive à chaque occasion, même loin de chez lui. Ici, il est en Calédonie. Il existe des régions du monde où la concordance des corps et de la nature est plus simple qu'en Arctique ou en Équateur. Des régions où la nature elle-même offre des conditions d'une habitabilité simple. Ce sont les tropiques tempérés. Au tout début, l'homme habite d'abord la chaleur de son corps. C'est Rainer Banham qui le dit dans le premier grand livre sur l'architecture environnementale, Architecture of the Well-Tempered Environment. Puis, il habite la chaleur dégagée par le feu autour duquel il va se rassembler. Je ne résiste pas à vous citer un tout petit passage de ce livre magnifique « Construire un feu » de Jack London. En face de la formidable nature qui l'étreignait, il ne méditait point sur la fragilité de l'être humain, sur la place qui lui a été assignée dans l'univers, sur les limites extrêmes du chaud et du froid qui lui permettent d'y vivre ou l'y condamnent à mourir, et s'il succombe, sur l'immortalité de son âme. 50 degrés sous zéro, ce sont des Fahrenheit, 50 degrés sous zéro ne l'impressionnaient pas plus en eux-mêmes que 25 degrés. Tout ce qui l'intéressait dans un pareil froid, c'est qu'il en était incommodé. 50 degrés sous zéro, c'est un fait, et ce n'est rien de plus. Et ce feu auprès duquel il se rassemble, il se recroqueville et se rassemble, il va le garder et le protéger petit à petit. Je ne vais pas vous faire une histoire complète de l'architecture, mais simplement, on va dire, évoquer quelques formes et quelques situations qui expliquent finalement que, voilà, autour de ce feu, qui était le feu intérieur, qui est devenu le feu extérieur, on habite autour du feu, mais c'est sans doute l'ombre que l'on vit, dans l'ombre que l'on vit. Ici, que ce soit au Japon, ou ici, dans le Languedoc, ou ailleurs, aux salines de Chaux, ou évidemment, sous les arcades de Cuba. Le climat préoccupe et motive l'invention humaine. C'est-à-dire que ces dispositions, qui sont des dispositions, on va dire, essentielles, archaïques, évoluent, changent, s'adaptent. Comme par exemple en Afrique, cette case, avec la fraîcheur apportée par l'inertie de la masse de la terre de Pisé et l'impluvium au milieu, on est en Casamance. Ou en France, les bories ou les capitelles qui agissent d'eux-mêmes. Mais ici, c'est la pierre qui est disponible à portée de main, qui s'entasse, apporte sa masse, laisse passer l'air, il n'y a pas de joint. En Amazonie, c'est un grand toit qui protège du soleil et de la pluie, ouvert au centre, protégeant des intrusions. Il protège des vents aussi. Et il organise la vie des familles ensemble. De la même manière, finalement, qu'en Chine, dans la province du Fangzhou, du Fujian, ici il y a des sinophiles qui sont meilleurs que moi, les Tulus regroupent des familles, les protègent de l'extérieur et organisent leur vie en commun. Ces dispositions basiques, en fait, se sont enrichies, se sont adaptées à la vie au fil de l'histoire. En Iran, le Bagdir, c'est-à-dire cette tour avant, est plus grande que la maison. Elle devient l'expression de la relation au climat et montre à quel point cette relation est complexe, compliquée, devenue monumentale. Elle est devenue la maison elle-même. La tour avant
apporte un confort véritablement sensible, une fraîcheur tout à fait inattendue. C'est vrai en Iran, ça l'est aussi en Égypte avec le malkaf. Le malkaf, c'est une entrée d'air dans laquelle on vient installer, comme ceci, finalement j'avais besoin de cet outil, voilà, une jarre remplie d'eau qui rafraîchit l'air entrant, qui en étant plus frais tombe, et puis quand il se réchauffe, il remonte et ressort par l'aspiration ici au milieu. Hassan Fatih, pour son magnifique projet du nouveau Gourna, a réécrit ces choses-là. Tout n'est pas dans l'air, tout n'est pas lié simplement au vent. Il y a des endroits, notamment dans ma Bretagne, où il faut plutôt s'en protéger. Ici, tout est pierre, le granit, l'ardoise. Et tout ça est là pour résister au vent et aux pluies. Mais l'angle de la toiture est entre 35 et 45 degrés. Et cet angle-là, il naît de la rencontre entre le matériau local, l'ardoise, et la puissance du vent et de la pluie. 35 degrés, entre 35 et 45 degrés, c'est la pente qui évite que l'eau remonte sous les ardoises par capillarité. Et vous voyez ici, dans le sud, où les tuiles canales sont plus longues, on a une pente qui est plus faible. Et c'est donc simplement la rencontre entre la ressource locale, la terre cuite ici, l'ardoise là, et les conditions climatiques qui génèrent la forme de cette toiture architecturale. Mais comme Voltaire n'est pas très loin, on peut revenir vers le Jura. Voilà, vous avez ici une ferme jurassienne, très grand volume, habitée toute l'année, et qui abrite la vie à la fois l'hiver, à la fois le logement, mais aussi le fourrage qui est plutôt dans ces parties-là, avec les bêtes, qui isole les pièces d'habitation, qui sont plutôt par là. Ça accueille aussi les ateliers pour l'hiver, l'horlogerie, la taille des pierres précieuses, les objets en bois. Et elles étaient implantées au revers des combes afin d'éviter ce qu'on appelle les basses, les humides et les brumeuses, c'est-à-dire toutes ces mauvaises périodes liées aux nuages. Pour s'adapter au climat qu'évoque Voltaire, donc l'architecture est précise. Pas de débord de toiture, pour éviter que le vent soulève la toiture. Le faîtage est dans l'axe du vent dominant. Le plan coupé ici est là pour réduire la puissance du vent, puisque cette façade n'a pas à résister au plein vent. L'eau de pluie et la neige sont récupérées dans une citerne. Les fenêtres sont petites, parfois doubles. Le pignon face au vent est, ce n'est pas le cas ici, bardé avec du tavaillon. Et il y a plusieurs auvents, ce qu'on appelle des coches, qui abritent du vent. Dans sa définition du régionalisme critique, Kenneth Frampton s'appuie sur la notion d'une architecture de résistance. Il l'a définie à partir de 6 points. La première, c'est la relation entre la culture et la civilisation. La seconde, c'est la montée et la chute de l'avant-garde. La troisième, le régionalisme critique et la culture mondiale. Et puis la résistance du lieu, la relation culture contre nature. Et en point 5, topographie, contexte, climat, lumière et formes tectoniques. Ce point 5 n'est pas plus important que les autres, mais il parle directement au projet d'architecture. Le respect de la topographie amène à produire une architecture différente quand on est dans le Tessin que dans les plaines d'Australie. Cela va de soi, mais d'une certaine manière, tant qu'à faire, autant le dire, et critiquer avec Frampton tous les outils technocratiques qui aspirent à la perte absolue du lieu, dont on a des expressions ici, que ce soit la répétition industrielle, le totalitarisme, la guerre ou la médiocrité. Frampton s'intéresse beaucoup à la question de la fenêtre en disant que ce n'est pas une expression romantique de la culture, mais bien au contraire une réponse très précise à la dimension culturelle. Il dit exactement ceci: la fenêtre est un élément non sentimental faisant écho à la nature même de la culture locale. En Hollande, où il peut y avoir de la neige, les fenêtres sont au nu extérieur. En France, dans le sud, où il est nécessaire de se protéger,
les fenêtres sont plutôt au nu intérieur. Ici, on est en briques, ici, on est en pierre. Ce rapport au climat, qui génère des architectures différentes, génère aussi des formes urbaines cohérentes. Bon, je vous l'ai dit, je ne vais pas faire l'inventaire des situations mondiales, mais d'autant plus que l'on sait à quel point, finalement, le climat est capable de générer des formes architecturales et urbaines. Mon sentiment est vraiment qu'aujourd'hui, habiter son climat, c'est-à-dire être ensemble au monde dans une situation géographique donnée, est un formidable déterminant des cultures. Être sur la Terre, face au climat, seul et ensemble, détermine l'habitation, fait culture, amène aux multiples expressions de la culture en écho atmosphérique. Par exemple, revenons dans ma région d'origine, la Bretagne. Ici, dans ce village de Carantec, les rues du bord de mer sont tortueuses et plus on s'approche de la mer, elles le sont, pour éviter les engouffrements du vent. Alors que dans d'autres régions, où il fait plus chaud, l'entrée du vent de mer dans la ville est un confort qui est souhaité. Bon, ici, l'avantage de la trame carrée que la France a importé un peu partout avec ses militaires quand elles se sont installées à Nouméa, à Pondichéry, à Essaouira, enfin Essaouira c'est un peu à part, mais aussi à Fort-de-France, montre que finalement l'orientation exacte du plan carré est liée au souffle des alizés. Et vous voyez qu'il y a davantage de rues dans le sens des alizés, de telle manière que le vent entre et climatise la ville. Vous l'avez ici, et vous le retrouvez aussi à Pondichéry, où cette trame-ci est plus serrée que l'autre. Pour Essaouira, c'est un peu différent. Essaouira a été fortifié par un architecte qui s'appelle Carnot, qui était un élève de Vauban. Et quand il l'a fortifié, quand il a dessiné, il a laissé la place nécessaire pour la médina, donc de cette fabrication urbaine absolument indispensable pour vivre bien avec son climat. Mais par contre, l'axe central, là pour le coup, on va dire l'Europe a laissé sa trace, est exactement dans le sens des vents et est devenu pas du tout sympathique à vivre, à l'inverse de ce qui se passe du côté des remparts ici. Pour revenir sur Pondichéry, le secteur français de Pondichéry a des rues qui sont tellement larges que l'ombre nécessaire pour le bien-être des rues n'est pas produite par les architectures. Et vous voyez ici, il est assez utile de se promener avec sa propre ombre. Juste pour passer à la période moderne, je vais vous raconter une petite histoire. Et avant juste peut-être, de dire que cette situation, cette mise en place dans le territoire, on la connaît bien depuis longtemps dans les montagnes, puisqu'il vaut mieux être du côté du soleil que du côté de l'ombre. Ici, on est en Vanoise. Je vous raconter juste une petite histoire. Vous savez, dans la Drôme, il y a la forêt de Soux, qui est un synclinal perché. Alors, cette image est parfois difficile à lire, on ne sait pas ce qui est en haut ou en creux, mais dans la forêt dessous, il y a l'auberge des Dauphins, ici. Elle a été construite en 1936 par un fabricant de cigarettes qui s'appelait Maurice Burrus. C'est devenu un lieu de plaisir, à la fois restaurant, quelques chambres, un bar, une reproduction du Petit Trianon, tout en béton. Et puis quelques temps plus tard, il réalise que, bon, bien sûr, l'auberge est du bon côté, mais quand même, la montagne qui est en face est vraiment très haute. Voilà l'auberge. Et donc, il écrit une lettre en disant qu'il est prêt à raser la montagne ici pour avoir un peu plus de lumière. Bon, on ne parle pas de climatisation là, mais on n'est pas loin de rentrer dans la logique qui va nous accompagner un peu maintenant. Si l'homme s'est pas totalement dénaturé, bien qu'il soit en fait la créature terrestre la plus à même à le faire, il s'est très avancé en fait dans la possibilité de dénaturation de son propre environnement. Et ici, on va dire,
l'emploi du mot climat prend une étrange tournure. Il est quand même étrange que l'on parle de climatisation quand il s'agit justement de se débarrasser de son climat. Revenons à Voltaire, donc. Je me prive de la communication avec l'air extérieur pendant 6 mois de l'année. Je brûle des parfums dans ma maison et dans mes écuries. Je me fais un climat particulier. Et c'est par là que je suis parvenu à une assez grande vieillesse, malgré le tempérament le plus faible et les assauts réitérés de la nature. Voltaire climatiserait chez lui? Ben non. Ben non, parce qu'à l'époque, les architectures étaient vraiment très peu étanches. L'air extérieur entrait partout, par les fenêtres, sous les portes, et c'était d'ailleurs très utile pour faire fonctionner le feu dans la cheminée. C'est plus tard la climatisation, l'air conditionné, celui que l'on met en boîte dans des bâtiments étanches qui coupe le rapport de l'homme avec la nature et ses expressions climatiques locales. Au point qu'il est possible aujourd'hui de vivre une pleine journée dans une continuité climatisée sans jamais respirer un air extérieur. Je vous propose un tout petit tour à Los Angeles, mais ça aurait pu être ailleurs, mais c'est Los Angeles. Là. Réveil dans une maison climatisée avec garage intégré. Sortie de la maison dans une voiture climatisée. Stationnement dans le parking de l'immeuble de bureau tout aussi climatisé. Travail quotidien dans un espace climatisé dont les fenêtres ne peuvent pas s'ouvrir. Ça déréglerait la machine. Ce serait dommage quand même. Passage par la galerie marchande, stationnement et magasin climatisé, retour à la maison. J'ouvre ma porte de garage avec la télécommande. J'ai augmenté la climatisation depuis mon téléphone portable avant d'arriver. Tout est bien quand je m'affale devant la télévision. Un peu fourbu, mais je n'ai pas transpiré de la journée. Malgré ce mois d'été si chaud, et cette année 2015, déjà reconnue comme la plus chaude depuis 1880. Bon, il n'est pas question ici d'interroger l'intérêt des passages publics couverts. Que ce soit à Paris ou à Bruxelles, ces espaces publics couverts sont liés aux conditions climatiques, sont ouverts, sont ventilés. Et on peut même se dire qu'avec l'évolution du climat, les passages publics, ou en tout cas les espaces publics couverts, seront très intéressants. Donc on ne critique pas, excusez-moi, là pour le coup, ne critique pas cette situation-là, mais je pense qu'il faut s'interroger sur la suite, c'est-à-dire sur la ville souterraine de Montréal, où là, pour le coup, en été comme en hiver, et bien sûr pour répondre à des conditions climatiques absolument extrêmes, ici, la ville souterraine est à proprement parler climatisée et tout le temps climatisée. Je pense quand même qu'il est intéressant d'interroger ce modèle-là parce que sinon, on ne pourra jamais interroger celui-ci. C'est-à-dire que c'est le projet d'une ville climatisée à Dubaï. Pourquoi sortir? Pourquoi sortir? Alors quand même que l'architecture vernaculaire à Dubaï est passionnante. Alors tout ça nous amène à une situation où la consommation d'énergie est considérable. Pour réussir à vivre dans ces conditions-là, pour avoir un air respirable, pour avoir une chaleur qui réponde, ou une fraîcheur, qui réponde aux conditions du climat, on consomme une énergie considérable. On émet des gaz à effet de serre, et tous, plus ou moins, comme pour ce que nous avons vu à propos des Philippines et de la mer de Chine, tous nous sommes un peu responsables de ceci. Quand l'homme oublie ses liens qu'il attache au climat, quand il se fait un climat particulier, différemment de ce que Voltaire fait, quand il climatise ses bâtiments avec des moyens industriels, il en vient à consommer une énergie phénoménale dans un excès qui concourt totalement au dérèglement actuel. Il dénature encore plus et porte encore plus atteinte à tous les patrimoines, qu'ils soient patrimoine culturel et patrimoine naturel. De nos jours, tout est devenu patrimoine. L'eau, l'air, la terre, tout autant que nos maisons, nos chefs-d'œuvre et les établissements humains. Et comme nous avons compris la fragilité de notre présence, même nos vies et nos manières de vivre deviennent des patrimoines immatériels. Réalisez bien quand même que la manière de manger des Français peut devenir un patrimoine immatériel.
Je ne sais pas quelle fierté nous en retirons, mais voilà. Dans cet héritage infini, les patrimoines humains sont au péril des patrimoines naturels. Le nombre des catastrophes naturelles, notamment liées à l'hydrométéorologie, a été multiplié par 3000 dans le courant du siècle passé, et un peu plus. Donc ce qui est en bleu, c'est ce qui est hydrométéorologique, et les autres sont biologiques et géologiques. La France est touchée. Les raisons sont d'ailleurs quasiment chaque fois les mêmes. Construction en secteur inondable, busage de rivières trop étroit, niveau de la mer plus élevé, imperméabilisation des sols par la construction et par les engrais chimiques agricoles, suppression des talus, force violente et rapide des événements climatiques. C'est vrai en France, et on le vit malheureusement, et il n'y a pas si longtemps encore, mais c'est partout dans le monde. Et New York, la plus basse capitale au monde, n'est pas épargnée. New York devrait sans doute se souvenir qu'avant, elle s'appelait New Amsterdam. Et que monter ses protections en périphérie est une condition de base de sa survie. Bon, nous savons tous qu'il faut faire quelque chose. Et la conscience planétaire est vraiment là. D'ailleurs, la ville de New York a lancé en 2003 un programme extraordinaire, notamment de plantation d'arbres, dans le cadre d'une politique qui avait été lancée par Michael Bloomberg, qui s'appelait Plan NYC 2030. Et on le voit bien, ça n'est pas gagné. Le temps, la longue durée est nécessaire pour que les conditions climatiques changent. Alors, faut-il seulement répondre par de jolies solutions poétiques ? Comme ici, ce brouillard artificiel lors de la première exposition universelle dédiée au développement durable à Aichi en 2005. La jeune fille est adorable et on aimerait que cette condition-là soit naturelle. Mais il faut faire attention. Trop instrumenter notre quotidien au nom du confort et du dérèglement climatique n'est jamais bien loin. Ne vaut-il pas mieux penser à des architectures et à des projets urbains qui maîtrisent l'effet d'îlot de chaleur, plutôt que de continuer à ajouter encore et encore une technique simplement pour fabriquer du confort? Il faut élargir la question posée et y répondre de manière très large. En fait, le greenwashing n'est jamais très loin. Il semble que, vous savez, le greenwashing, c'est le coup de peinture verte sur la misère environnementale. Il semble que l'importante place prise par ce greenwashing est un triste effet inattendu, mais vraiment l'effet pervers de la prise de conscience généralisée. Aujourd'hui, quand il y a un manque de courage, un désir de faux semblant ou de culpabilité, parfois il faut faire croire que l'on agit alors qu'on ne le fait pas. Je trouve que Guillaume Salem en a parfaitement parlé tout à l'heure, et d'ailleurs plus précisément que je le fais. Dominique Voynet, pour qui je travaillais au projet agriculturel des murs à pêche de Montreuil, expliquait avec une grande justesse au moment où elle décide de ne pas se représenter à la mairie de Montreuil. Elle dit qu'il y a une aspiration au changement, mais pas une majorité culturelle pour la porter. C'est très juste, c'est vrai à Montreuil, mais c'est vrai aussi un peu partout. Et espérons que des moments comme ceux-ci, autour de la COP21, vont servir à fabriquer cette culture commune autour de la nécessité de l'action éco-responsable. Et c'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, depuis que la crise bancaire et la crise financière de l'automne 2008 a changé la position de nos maîtres d'ouvrage par rapport à la nécessité de l'investissement utile au sauvetage planétaire et aux projets éco-responsables. Il nous faut aujourd'hui poursuivre le travail de l'architecture, et pour ce faire, nous l'engageons dans une dimension que l'on appelle bioclimatique, qui devrait permettre de dépasser la situation actuelle, ou en tout cas de ne plus concourir au dérèglement. Pour y parvenir, il faut prendre des décisions et il faut s'y tenir. Ça peut être des décisions simples, mais des décisions qui changent beaucoup les choses. Quand l'architecte australien Glenn Murcutt
vient à la fin de ses études faire un voyage aux États-Unis pour voir toute la belle architecture moderne, il réalise que finalement tous les bâtiments coulent. Et il appelle ça « leaking architecture ». Et il est rentré chez lui en disant « jamais je ne ferai une architecture qui coule ». Et il parlait des condensats, des climatiseurs qui coulent partout. Et donc il est rentré avec cette idée « no leaking architecture ». Et toute sa vie sera très clairement liée à une architecture agréable à vivre, dans des conditions de climat extrêmes parfois, et simplement en ayant fait des choix liés à la ventilation naturelle, à l'inertie des bâtiments. 30 ans plus tard, Francis Kéré, qui a reçu ici aussi le Global Award, au Burkina Faso, il se dit la même chose, et il l'a dit sur cette estrade il y a l'année dernière, dans mon architecture, pas de climatisation. Et nous voilà un peu à l'époque de Voltaire avec Diderot. En fait, Diderot, d'une certaine façon, a presque pensé l'architecture qui est celle vers laquelle nous allons aujourd'hui. Il écrit une lettre à Grimm, c'est un des frères des comtes, et il lui dit à propos d'un monument qui est à ériger sur la place de Reims, il dit « L'architecture est un art borné, dit-on, oui, dans l'esprit des architectes. Mais en lui-même, je n'en connais pas de plus étendu. Qu'on fasse entrer dans son projet la considération du temps, du lieu, des peuples, de la destination, et l'on verra varier à l'infini les proportions des pleins, des vides, des formes, des ornements et de tout ce qui tient à l'art. » Bon, ça peut apparaître étrange de revenir au XVIIIe siècle pour finalement fabriquer les bases d'un récit du XXIe siècle, mais pas du tout. Et d'une certaine manière, Mireille l'a évoqué aussi tout à l'heure. Au moment où je lisais Diderot, je trouvais des pensées absolument équivalentes dans Histoire et vérité de Paul Ricoeur, par exemple, ou dans L'éloge de la différence de Jacquard, mais aussi dans Utopie réalisable de Friedman, ou dans le jeu de Genèse de Michel Serres, et bien entendu dans le régionalisme critique de Kenneth Frampton dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Pourquoi, en fait, le propos de ce philosophe, qui est tourné vers l'altérité, qui est tourné vers le spécifique et vers les cultures, peut résonner pour nous? En fait, parce qu'il exprime ou il aide à comprendre pourquoi la théorie héritée des modernes a échoué dans un internationalisme meurtrier. On avait alors confondu l'universalité et l'unité. On pensait que ce qui pouvait être bon pour l'un pouvait être bon pour tous. On sait qu'il y a quelques barbaries qui en ont émergé. Mais cette voie-là n'est pas la seule. Avec Héraclite, mais avec Jacquard aussi, avec Ricoeur, avec Serres ou avec Frampton, une autre vision du monde existe. Quant à l'humanité, seule l'idiosyncrasie ouvre à l'universel. En manifestant un comportement particulier, propre à un groupe ou à un individu, face à l'influence d'agents extérieurs, l'idiosyncrasie fait de la spécificité, fait de la différence, fait des valeurs communes et partagées, riche des cultures et des climats. Et dans cette voie-là, c'est la différence qui fonde l'universel partagé, c'est pas l'unité, et partagé par les êtres sur Terre. Plus on s'inscrit dans une culture, plus on s'inscrit dans un lieu, et plus on touche à l'universel. Face au climat et aux cultures, il n'y a pas de recette unique. Il y a encore peu de temps, à la fin d'une conférence à Atlanta, un étudiant est venu me voir et m'a dit « Dans mon pays, j'aimerais travailler différemment. Est-ce que vous pouvez me donner les principes d'une action différente ?» Et j'ai vu sa déception quand je lui ai dit « Il n'y a pas de principe pour une action différente. Il n'y a pas les 5 points pour l'architecture éco-responsable. Il n'y a pas une liste de principes qui sont les bons. » Et en voyant son
son désarroi, je me suis dit qu'on avait un vrai travail à faire pour faire le deuil du modernisme, parce que finalement la recette ou la recherche d'une action qui marcherait partout est véritablement une part de la rémanence moderne. Le seul principe qui vaille, me semble-t-il, en tout cas pour moi, le seul principe est éthique, c'est-à-dire chercher la réponse spécifique à la question posée en son contexte. Tant espace que temps. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, puisque je parlais de l'héritage des modernes, il serait temps de faire un vrai deuil intelligent pour arrêter de jeter tout et n'importe quoi à la poubelle sans y réfléchir. Parce que vraiment, même si les architectes modernes ont pu être attirés par la logique industrielle et capitalistique de la seconde moitié du XXe siècle, ce ne sont pas eux finalement qui ont perdu le lieu. Mettons de côté Aalto. Mais dites-moi si le Corbusier de Roc et Robe n'avait pas trouvé le lieu, si Coderch ne savait pas ce que c'est que le climat espagnol, et Doshi, le climat indien. Le climat préoccupe en ce qu'il précède l'acte d'architecture. Face à l'incomplétude des êtres, face à une nature qui n'est pas toujours amie, il détermine la recherche d'une solution appropriée à ces innombrables aspects. Croisement des lieux et des saisons, réponse architecturale spécifique qu'explique, d'ailleurs me semble-t-il, la formidable variété des architectures locales. Bon, telle est l'architecture éternelle, on va dire. Mais cette architecture éternelle-là, elle traverse une période singulière en ce début du XXIe siècle. La mutation des conditions des humains, des conditions de vie des humains, entraîne évidemment les établissements humains dans leur évolution. Ce qui a changé depuis le modernisme est certainement cette ambition de penser ensemble et de penser pour l'ensemble tout en agissant quelque part. Si nous assistons à une conscience mondialisée de la situation planétaire, les modalités d'action, elles, sont contextualisées. Elles dépendent des cultures. Et souvent dans une stratégie du disponible étendue de la matière aux gens. Cela vaut vraiment au plan mondial, dans toutes les régions du monde, ça vaut évidemment aussi au plan national. Ce que vous avez là est issu de la réglementation thermique française. C'est déjà un premier pas, mais vous allez voir que ce n'est pas tout à fait suffisant. Ça reconnaît qu'il y a plusieurs climats en France. C'est déjà un bon début. Mais vous voyez, j'aimerais pas habiter là, moi. Parce que quand vous êtes là, alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Vous avez le même climat que Besançon ? Vous avez le même climat que Foix ? Vous avez le même climat que Mayenne ? La question des limites est toujours un enjeu considérable, mais surtout ça montre qu'il est nécessaire de changer d'échelle dans la façon de penser et dans la façon d'agir, toujours trouver la réponse spécifique au contexte dans lequel la question est posée. Alors, je fais cette critique-là sur cette carte française, mais il se passe des choses très bien en France. Bâtiment durable Méditerranée, BDM, est une des premières démarches qui a montré à quel point il est pertinent d'avoir une approche plus localisée. Et maintenant, le bâtiment durable breton est en train de naître, le bâtiment durable Île-de-France est aussi en train de naître, et ça permettra certainement de faire en sorte que cette carte-ci gagne en cohérence. Bon, il n'y a pas de principe et il n'y a pas de style. Il n'y a pas de style éco-responsable, même s'il y a quelques tics que l'on voit apparaître et des influences qui s'opèrent d'un pays à un autre, mais il n'y a pas de style éco-responsable. La large recherche des procédés environnementaux se fait sans tabou esthétique. On cherche. Le recours aux ressources locales accroît l'hétérogénéité de cette architecture. Profondément influencée par son contexte, aussi bien physique, géographique, climatique que culturel, à travers notamment les cultures constructives qu'ils utilisent. On ne fait pas la même terre, on ne fait pas le même pisé en France et au Pérou, par exemple. On est toujours dans une logique de la stratégie du disponible dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, les architectures durables, éco-responsables, dessinent leur propre pays et en retour, elles les matérialisent. Il y a
en fait quelque chose qui se passe qui est de l'ordre d'une esthétique des échanges ou d'une théorie des échanges pour cette autre architecture qui se conçoit à partir de tout ce qui est dynamique entre l'homme, entre les bâtiments et avec les éléments naturels, avec la terre, avec l'air, avec le soleil. Et finalement, on se retrouve très proche d'une définition donnée par Étienne Louis Boullée, qui était le sujet de mon tout premier livre dans les années 80. Étienne Louis Boullée, architecte de la Révolution française. Il disait que l'architecture était une mise en œuvre de la nature. Je m'en suis rendu compte plus tard qu'il avait écrit cette chose-là, magnifique. Alors, tout est échange, et comme le montrent des diapositives qui sont prêtées par Alain Bornarel, je ne sais pas si Alain est quelque part ici, qui est l'ingénieur qui a fondé le bureau d'études Tribu, il y a une prédominance de la coupe plutôt que de la façade pour ces architectures qui essaient d'être en relation avec leur monde. Une prédominance de la coupe plutôt que de proportion harmonie. L'enjeu, c'est la peau, l'osmose, la membrane, le lieu. Et donc, voilà ici quelques images que je ne vais pas détailler particulièrement, mais qui évoquent comment l'architecture bioclimatique échange avec le soleil, avec l'air, comment les enjeux de transparence arrivent, mais sont déterminés par des éléments parfois extérieurs ou intérieurs, comment il est utile que l'air traverse l'architecture et que la perméabilité permette aussi que l'architecture respire. Qu'est-ce que l'inertie d'une façade peut aider, ou même d'une structure peut aider dans une qualité de vie en été notamment. Et tout ça finit par produire une morphologie. Ce n'est pas la forme qui arrive au début, elle est finalement le résultat de l'ensemble de ces échanges qui s'opèrent quelque part, à l'endroit où il faut concevoir, à l'endroit où il faut maîtriser cet effet d'îlot de chaleur. Bon, le travail reste à faire. Le travail reste à faire. Il y a à peu près 22 ans ou 23 ans, un philosophe allemand qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui est un des grands philosophes contemporains. Donc, on est en 93 là. Il écrit dans un livre qui s'appelle Dans le même bateau, donc vous voyez le titre est parfaitement éloquent. Il écrit ceci. Pendant que les scènes de la culture travaillent à valoriser la nouvelle instabilité, saluent le chaos et célèbrent l'inconséquence. Alors pour les architectes un peu plus âgés que les étudiants, en 93, il y a quelques stars architectes qui sont encore à l'œuvre aujourd'hui, qui ne faisaient que ça, qui ne faisaient que saluer le chaos. Donc je reprends. Pendant que les scènes de la culture travaillent à valoriser la nouvelle instabilité, saluent le chaos et célèbrent l'inconséquence, on assiste depuis quelques années à une discussion d'un nouveau type. Partie des cercles écologistes, elle a été reprise par les milieux de l'économie et porte sur la durabilité, sustainability. On commence peu à peu à comprendre que l'actuel way of life et le long terme sont deux choses qui s'excluent totalement l'une l'autre. Sans doute oui, on le comprend, mais aujourd'hui, 20 ans après les mots de Sloterdijk, n'est-ce pas encore plus vrai qu'on le comprend? La conscience est là. On sait très bien que nos enfants ne vont pas vivre comme nos parents, ni même comme leurs parents. Alors que faire? Que faire pour mener le travail qui est à l'œuvre? Chaque année, on ne construit que l'équivalent de 1% du bâti existant. Donc vous voyez Paris, là, chaque année, on rajoute un petit pourcent. Et ce 1%, on n'est pas du tout sûr qu'il soit éco-responsable. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr que le 1% que l'on rajoute fasse son travail pour limiter le dérèglement climatique. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que quand on calcule l'empreinte écologique d'un Français, excusez-moi, je n'ai pas d'image pour ça, quand on calcule l'empreinte écologique d'un Français, c'est-à-dire le poids qu'un Français met sur la Terre, on voit que les biens et services, ces choses-là, vous voyez, les biens et services sont la part la plus lourde de l'empreinte écologique du Français. Ensuite, il y a l'alimentation. Ensuite, il y a le logement. Et enfin, le transport. Donc si on veut arriver à réduire le dérèglement climatique, il faut être sûr que 100% de ce qui est construit chaque année devienne bioclimatique.
que la ville existante soit réhabilitée, gros travail, je ne vais pas évoquer les difficultés, mais gros travail. Et il faut évidemment agir sur les autres leviers, biens et services, alimentation, etc. Alors c'est d'autant plus important que voilà où nous en sommes. Ce que je vous ai lu au début étaient les intentions de la COP21 de ne pas dépasser 2 degrés. Bon, ça fait 15 ans qu'on dit jamais plus de 2 degrés. Ça fait 15 ans aussi qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. Et là, pour la première fois, c'est dit publiquement, et c'est l'ONU qui le dit. Compte tenu des engagements de l'ensemble des participants de la COP21, les premiers chiffres sont là, le réchauffement sera de 2,7 degrés au cours du siècle. On ne pourra pas y arriver simplement en étant architecte. On ne pourra pas simplement y arriver en réhabilitant les villes, même si c'est notre travail. Il faut réaménager les territoires. Et peut-être qu'il faut d'abord inviter la société civile à entrer dans l'histoire et à participer à l'histoire. Nos architectures à nous ne doivent pas empêcher les changements indispensables de mode de vie. C'est d'autant plus indispensable qu'on le voit depuis les derniers sommets, les États ont du mal à se mettre d'accord. Peut-être qu'ils sont trop proches des lobbies ou que les lobbies sont trop proches d'eux, mais ils ont vraiment du mal à se mettre d'accord. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les réseaux des villes, les réseaux internationaux des villes, fabriquent une force réelle de développement, du développement durable, au plus près des territoires. Et c'est certainement à ce niveau-là de réalité des territoires qu'il faut aujourd'hui tous s'engager. Si habiter le climat est une chose commune et un en commun, comme on le voit là, il vient aussi un temps où l'implication de chacun est indispensable. Tant les engagements collectifs, associatifs, coopératifs, que dans ses choix personnels. Le climat que j'habite, disait Voltaire. Sans doute qu'aujourd'hui, il nous faut à la fois la puissance de l'en commun et la force du jeu. Je vous remercie.